On ne naît pas journaliste belge, on le devient. Enfin, journaliste, parce que belge, a priori, c'est toujours héréditaire. Mais la science avance, ne perdons pas espoir. Jean Tristinien Valéry Hector Tintin, plus connu sous le nom de Tintin, commence sa carrière de journaliste en 1929, soit quelques mois après que le parti d'Adolf Hitler ne fasse une percée remarquée lors des élections départementales ou un truc de ce genre. Tout petit déjà, Tintin portait une coiffure ridicule, un pull bleu ciel sur les épaules et s'évertuait à rentrer ses jambes dans du 12 ans, c'est vous dire à quel point il était catholique. Donc, quand son patron au quotidien très conservateur le 20e lui demande de faire un papier à charge sur la Russie bolchevique, il saisit l'occasion de faire comme n'importe quel éditorialiste du Figaro, pipoter sur 5 colonnes, sans se déplacer ni faire semblant de citer des sources. Bien installé au comptoir du PMU jouxtant la rédaction, il torche au prix d'une petite nuit de travail et de plusieurs litres de trappiste flamande à 12%, une parodie de reportage indigne d'un pamphlet de Bernard-Henri Lévy, rempli de tous les pourcifs anti-marxistes possibles qu'il intitule « Tintin chez les soviets ». C'est bien simple, à le lire, on aurait dit que la Russie était un régime totalitaire qui avait imposé une main de fer sur un peuple abruti de propagande, confisqué les ressources naturelles au profit d'une petite caste, pillé les richesses du pays, envoyé les opposants agoniser au fin fond de la Sibérie au bon vouloir d'un prince de pacotille, bref, un truc complètement inimaginable, même à l'époque. Et là, patatras, Solzhenitsyn et consorts reviennent du RSS pour de vrai, eux, raconte la liste des activités périscolaires au goulag et la recette de la vodka au barreau de chaise de salle de torture d'opposants, et notre Tintin passe pour un visionnaire, voire un peu modéré. Sur ce coup d'éclat, notre ami tente de bâtir une grande carrière de reporter, c'est-à-dire de voyager à l'œil à l'autre bout du monde en racontant des histoires à faire dormir un électeur de droite debout. Il réalise d'abord son rêve de belge atlantiste en visitant l'Amérique, d'où il tire une histoire encore une fois complètement abracadabrantesque, puisque la patrie de l'oncle Sam y apparaît rongée par l'argent et le puritanisme, corrompue jusqu'à la moelle et un peu mal à l'aise avec les Noirs et les Indiens. Un truc complètement bluffant. Il obtiendra aussi une interview exclusive du président Clinton intitulée « Les cigares du pharaon ». Merci aux trentenaires régressifs. Puis, dans un moment d'égarement, il décide de se jeter corps et houppette dans le journalisme d'investigation militant, alors qu'il n'a ni le courage, ni le carnet d'adresse, ni la moustache d'Edoui Plenel. Oui, quand tes seuls contacts dans la police sont les inspecteurs Dupont et Dupont, t'es mal barré pour récupérer les PV de l'interrogatoire de Claude Guéant sur l'affaire Karachi. Ou sur la campagne de Balladur, ou sur les otages du Liban. Mais par contre, tu peux avoir une interview gratuite de Kadhafi, qui avait aussi un très gros carnet d'adresses, mais une moins jolie moustache que les Dupont ou Edoui Plenel. Tintin tente de dénoncer la traite des immigrés illégaux dans l'île Noire, les manipulations OGM dans l'affaire Tournesol, la loi Macron dans le sceptre d'autocar. Il l'a fait. Merci. Ou l'enrichissement des laboratoires pharmaceutiques sur le dos des cancéreux dans le crabe aux couilles en or. Les lobbies contre-attaquent et sa carrière est torpillée en moins de temps qu'il n'en faut à un directeur du marketing d'HSBC pour contacter le rédacteur en chef du Guardian. Il est obligé de reprendre la rubrique télévision du journal, d'où il tirera malgré tout une passionnante biographie de Jean-Luc Delarue, coq en stock, et une magnifique plongée dans les coulisses de l'émission The Voice intitulée L'oreille cassée. Il fera un bref passage à la rubrique sportive pour suivre le parcours du Paris Saint-Germain dans Tintin au pays de l'or noir. Mais on poussera à la placardisation jusqu'à lui confier l'horoscope quotidien, c'est-à-dire que sa carrière, son boulot de la semaine, se limitait à regarder cette fois dans sa boule de cristal. Puis, comme Amélie Nothomb, autre affabulatrice belge notoire, il craque le jour où on lui confie le rôle de Dame Pipi préposée au choix de la couleur du papier toilette, et claque la porte du journal dans un de ses rares accès de colère qu'il consignera dans son roman Le Lotus bleu. Ayant derrière lui une longue carrière de reporter sans frontières, il devient tout naturellement militant au FN. Ah, il n'y a personne de Béziers dans la salle, c'est dommage. Je l'enlève celle-là. Il est accueilli à bras ouverts par un gars de la marine barbu, passablement alcoolique, incapable de faire 2 phrases sans jurer comme un charretier sur RMC, et complotiste au point de voir l'étoile mystérieuse partout. Et là, c'est le drame. Alors qu'il raconte ses vacances au Congo à ses nouveaux amis, ce qui les fait beaucoup rire, Tintin croise le regard de Florian Philippot et se rend soudain compte qu'il vit depuis 50 ans tout seul avec un fox à poil dur
et que l'heure est peut-être venue de se poser des questions sur sa vie sexuelle. Après un bref séjour au Tibet pour réfléchir dans un temple au soleil, il accepte sa condition et retourne en Occident via le vol 747 pour Sydney, au cours duquel il regarde la pitoyable adaptation en 3D du Secret de la licorne et du Trésor de la Rackham le Rouge, pour lequel j'avais pas trouvé de jeu de mots pourri. T'inquiète, je m'en occupe. Il rencontre alors Mouloud et rentre comme pigiste chez Tétu. Où il infiltrera la Gay Pride pour son enquête Objectif Lune. Les milieux sadomaso pour son article On a marché sur la Lune. Et détaillera l'opération de changement de sexe de Conchita Wurst dans Les bijoux de la Castafiore. Hélas, sa dernière aventure inachevée l'emmènera sur les traces d'une secte d'amateurs d'art moderne, c'est dire si ces gens-là sont tordus. Enquête à la fin de laquelle, et c'est autant dit qu'il n'est jamais sorti, mais c'est comme ça que se termine le dernier album, notre héros se retrouve transformé en sculpture silencieuse pour richissime trafiquant de drogue, c'est-à-dire à peu près la carrière de Laurent Delahousse, comme quoi, du journalisme à la télé, la boucle est bouclée. C'est alors que Tintin se rend compte stupéfait qu'il est arrivé à court de titres et de blagues à la con pour faire sur les titres. À une exception près, il y a un titre qui manque, que j'ai volontairement omis et que je paye une mousse à la première fille tintinophile qui le trouve. Voilà. Vive la Belgique, vive le journalisme et vive la bière. Oui.